Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours sur le salon Batimat et nous allons attaquer notre matinale de la construction bois par une émission consacrée au bois et au circuit court. Nous allons voir l'intérêt économique et puis aussi deux projets qui sont en cours de réalisation. À côté de moi, Margot Pétillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure architecte et co-gérante d'une société qui s'appelle ETP, c'est ça? Qui s'appelle CANIA, Cannes Ingénieur Architecte. Ah, excusez-moi. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre agence? Alors, notre agence est basée à Nantes et c'est une agence qui est spécialisée dans les matériaux biosourcés. Donc, on a vraiment une volonté de construire bas carbone, de dépolluer l'acte de construire. Donc, notre société a la double compétence d'ingénierie et d'architecture, ce qui nous permet de réfléchir en amont à l'impact de nos constructions dans le détail pour apporter le plus de matériaux biosourcés possible et réduire l'impact CO2 de nos bâtiments. Et parmi les matériaux biosourcés, nous avons le bois, donc ça tombe Exactement. bien. À côté de vous, Madame Isabelle Poulain, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi architecte. Je n'ai pas le nom de votre agence, donc je vais vous le demander. Donc Isabelle Poulain, architecte. Donc c'est le nom de mon agence. Je suis donc à Paris et à Tours. Et je m'occupe beaucoup de construction bois, aménagement, hôtellerie, et donc voilà, en Touraine. Voilà, et on verra. Et je gère le château de la Bourdésière comme architecte, et je vous expliquerai donc le concours. Voilà, et on va en parler dans un petit moment. En face de vous, Monsieur Arnaud Lobez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Biomwork. De quoi s'agit-il? C'est une agence d'évaluation, une agence de notation, qui a mis au point l'indice Biome, qui est le seul indice aujourd'hui qui permet à une entreprise de valoriser en euros le service social et environnemental qu'elle apporte donc à la société. Par exemple, si elle construit une maison qui vaut 200 000 euros, est-ce qu'elle redistribue au plan du développement durable, est-ce que ça vaut 20 000 euros ou est-ce que ça vaut 70 000 euros? Donc ça n'a pas la même valeur. Voilà. D'accord. Donc là, on parle de RSE, c'est ça? Voilà, donc c'est le maillon qui manquait à la RSE. Donc les entreprises ont des actions RSE vertueuses, mais concrètement dans une offre, qu'est-ce que ça pèse en euros? Voilà, parce que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, et ça leur permet de valoriser leur valeur ajoutée technique, mais aussi leur valeur ajoutée sociétale. Alors, on va voir avec vous les avantages d'une essence de bois qui est le Douglas. Parce que vous avez fait une étude sur le sujet, et bien, je vais vous demander un peu de nous décrire à la fois votre méthodologie, mais rapidement, mais surtout les résultats que vous avez obtenus par rapport donc, à cette étude. Et l'idée, c'est si on fait une comparaison, si j'ai bien compris, avec l'utilisation du Douglas français et d'un autre bois qui viendrait d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, on travaille beaucoup sur tout ce qui est produit en France, soyons clairs. Donc Douglas, qui est une association, France Douglas, qui défend l'essence Douglas, nous a demandé de comparer des constructions en bois du Nord et des constructions en Douglas. Donc ce que l'on fait, nous, sur ce genre de projet, on regarde les entreprises qui travaillent sur la construction d'une maison, d'accord, la quantité de bois et toutes les dépenses qui sont faites. Voilà. Et dans les dépenses qui sont faites, on va sélectionner celles qui ont un impact économique et puis d'autres à côté qui ont un impact économique et développement durable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a additionné ces dépenses, vous le divisez par le montant du projet. Comme ça, vous voyez quelle va être la redistribution du montant du projet au profit de l'économie ou au profit du développement durable. Voilà. Donc les résultats, c'est quoi? Eh bien, quand vous faites une construction en Douglas, le retour au profit de l'économie française est double que si c'est une construction en bois du Nord. Et le profit, tout ce qui est au profit du développement durable, d'accord, est de plus 20%. Voilà. Comment on explique ces différences? Comment on explique Parce que ce qui est développement durable est plus contraignant que juste le critère économique. Vous voyez, quand on parle de développement durable, on peut par exemple, vous transportez votre bois, typiquement, vous mettez du gasoil dans votre camion. Le gasoil, vous pouvez l'acheter en France, bien sûr, mais le gasoil n'a pas d'impact positif en termes de développement durable. Donc c'est une dépense qu'on ne prend pas. Donc forcément, on est sur un retour sociétal qui est moins important. Voilà. Donc
moins important pour le développement durable, mais quand même important malgré Bien tout, sûr, puisque c'est 20%. bien sûr. Comment on explique cette fois-ci ce 50% d'économie en plus, hein, enfin de gains en plus pour l'économie? Oui. Je ne suis pas un journaliste économique, donc je vais dire des bêtises. C'est de redistribution, c'est-à-dire que ce sont des dépenses qui vont pour alimenter des chiffres d'affaires d'entreprises françaises. Voilà. Ça veut dire que si je construis en Douglas, c'est bénéfique pour les entreprises françaises, c'est bénéfique pour l'économie locale et c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Tout à fait. Mais ça, c'est des notions importantes parce que notamment dans les marchés publics, lorsque vous avez un élu qui veut construire une école en bois, par exemple, il va se rendre compte que sa dépense publique, elle va profiter davantage à la société que s'il fait venir du bois étranger. Et ça, il s'en doutait. Mais il n'avait pas le moyen de le mesurer. Et surtout, c'est que là, il a des chiffres qui permettent de démontrer qu'il a fait le bon choix et que l'argent public qu'il dépense profite aussi à la population sur un plan social et environnemental. Voilà, on développe l'emploi local, enfin on a... Tout à fait. On voit comment ça se passe un petit peu. Est-ce que ces deux chiffres, est-ce qu'on peut les augmenter? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut passer par exemple de 50 à 60 ou de 20 à 30 ou 40? Bien sûr. Alors après, tout dépend comment produit l'entreprise. Là, vous avez l'entreprise Pifto qui n'est pas bien loin d'ici. Ils ont des scores très importants puisque eux, ils sont à 88% de redistribution au profit du développement durable de leur territoire. Parce que par exemple, ils ont mis une cogénération. C'est-à-dire les déchets de bois qu'ils ont, ils les passent dans la cogénération. Ils font de la chaleur avec pour sécher leur bois et puis produisent de l'électricité pour alimenter leur usine en fait. Voilà, donc ça, là, on peut aller beaucoup plus loin. Mais bien sûr, il y a plein d'axes de progrès. Le fait qu'on puisse valoriser ce service qu'apporte l'entreprise qui est caché à la société, et bien derrière, vous ouvrez le champ du possible des innovations. Et les techniques, on les a. On a les techniques, on est capable de passer de 20 à 30, 40, 50, voire plus. Tout à fait, oui. Et ça, donc ça veut dire que tous les ans, on va pouvoir voir sa courbe de progrès, on va pouvoir se voir progresser. Alors, oui. Alors, nous, c'est... À condition de faire une étude, évidemment. Oui, nous, on va voir nos entreprises et on leur propose une étude tous les 2 ans. Il faut 2 ans à peu près pour une entreprise pour progresser, d'accord? Donc, on les accompagne, on fait appel à des gens qui peuvent les accompagner de façon à ce qu'ils augmentent leur impact en termes de développement durable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise comme Pifto ou Cosilva, qui sont dans des scores élevés, c'est de l'argent que la société n'a pas à dépenser pour construire l'avenir, puisqu'ils le dépensent à notre place. Ce sont des retours sur investissement. Donc c'est très important de savoir où va l'argent, à quoi sert l'argent, et comment l'entreprise va dépenser l'argent qu'on va lui confier pour faire une maison derrière dans sa RSE, si vous voulez. Voilà. D'accord, vous nous avez fait un bon panorama et on va voir maintenant comment on construit finalement avec ce bois et comment on peut avec ce bois valoriser l'économie locale. Est-ce que une question, vous aviez une idée de ça, du fait que vraiment en valorisant le bois, le local, on arrivait à avoir des impacts très importants finalement sur l'économie? Mais oui, c'est tout à fait important d'avoir ces constructions donc en Douglas parce que c'est un des bois les plus utilisés dans la construction. Donc déjà, c'est formidable d'avoir pris cette essence-là qui est utilisée et reconnue à la fois pour les façades, pour la structure, pour tout l'ensemble. On peut entièrement construire en Douglas. Alors, on va parler d'un projet qui se trouve dans le château de... Alors, le château de la Bourdésière, donc, qui est situé à Montlouis, qui est donc la propriété de Louis-Albert de Broglie, qui donc développe une ferme de permaculture également, le festival de la tomate, enfin qui est très connu. Et il a décidé donc de faire un festival au mois d'octobre. Là, c'était la 2e édition, en octobre dernier, du 20 au 23 octobre, où on a donc pensé et faire un concours sur les constructions d'une maison 100% bois, que j'ai géré, donc moi en tant qu'architecte locale et parisienne. Voilà, avec donc 13 candidats. 13 candidats, voilà, après un appel d'offres sur toute la France, évidemment, aussi bien dans les écoles que dans les cabinets d'architectes spécialisés dans le bois. Je vais vous demander le nom des architectes qui ont gagné et également de me décrire un petit peu le projet qu'ils vont réaliser. Donc en fait, ces 3 architectes qu'on a choisis qui ont fait un projet très contemporain, donc, qui effectivement est que vous regardez. Et on a choisi ces architectes Mathieu Bustani, Peraya Susani et Bertrand Desfonds
Parce qu'en fait, ils ont trouvé une idée de faire un bâtiment ultra contemporain à exposer dans les bois du château de la Bourdaissière et qui sera également transporté ailleurs en utilisant en construction tous les bois locaux. C'est-à-dire, on a déjà commencé même à débiter des bois et puis dans un an, lors du prochain festival, en octobre prochain, le bâtiment sera construit. Sera construit. Donc un bâtiment très contemporain où on va montrer la modernité du bois, mais en même temps on va montrer la modernité du bois local. Qu'est-ce qu'on a comme essence? Alors on est sur le cèdre, le châtaignier, qui sont les bois de la forêt, donc de la Bourdaissière, mais on prendra également du Douglas et peut-être du mélèze. Enfin, on reste en local dans tous les cas. Et en construisant, en fait, il y aura une partie qui sera préfabriquée obligatoirement et assemblée sur place pour effectivement ne pas trop délocaliser. On restera au même endroit. Parce qu'on a beaucoup de sociétés de forestiers, de sociétés de construction dans la région. La Touraine est quand même, il y a un gros développement forestier. Quand on dit tout bois, quand on dit 100% bois, c'est 100% bois, hein, c'est ça, y compris le vitrage, y compris les couvertures, c'est absolument tout. Alors moi, je voudrais bien savoir comment on fait un vitrage à base de bois. Voilà, donc un vitrage à base de bois, c'est en fait, on étudie une fine lame de bois, on utilise la cellulose avec de la résine, et il y a différentes sociétés qui commencent à faire des brevets, et c'est semi-transparent, c'est pas une transparence totale, mais c'est vraiment un très grand avancement dans le naturel et dans le bois. D'accord, donc on aura du 100% bois partout, les fondations sont en bois, la couverture est en bois, le vitrage donc sera à base de bois. Est-ce qu'il y a d'autres éléments un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire, par rapport à une construction bois? Disons qu'il faudra aussi chauffer la maison, donc il y aura, on va utiliser donc une chaudière à bois, il y aura de la récupération d'eau, on va être entièrement bioclimatique. D'accord, entièrement bioclimatique. Alors après, il y a aussi le système façade. On n'est pas parti sur un bardage, on est parti sur un autre système. Dites-moi pourquoi. Alors en fait, on voudrait éviter de faire le bardage classique et de partir plutôt sur un bardage lisse, hein, c'est-à-dire un plaquage bois. Et on étudie donc avec les différents fabricants des possibilités donc de rendre encore plus contemporain pour éviter effectivement les joints, pour avoir quelque chose de plus lisse. Les architectes voulant quelque chose d'un petit peu grossier à l'extérieur et très lisse à l'intérieur, en étant, disons, on va laisser vieillir le bois, donc on sera dans les tons gris à l'extérieur et à l'intérieur plutôt sur un bois ultra lisse. Alors il faudrait utiliser du sycomore, mais il faut qu'on voit s'il y en a dans la forêt. Enfin, on a des érables sycomores également qui pourraient être utilisés pour ça. Voilà, qui sont dans le parc du château, c'est voilà. Ça. Une question... est-ce que ça a vraiment un sens de construire tout bois finalement? Est-ce que c'est pas plutôt le mariage des matériaux, on dit souvent mettre le bon matériau au bon endroit, cette volonté, bon, on a bien compris que c'était un démonstrateur, mais plus généralement, plus globalement, est-ce que ça a un sens de construire 100% bois? Oui, ça a un sens parce qu'en fait, quand on voit justement à Batimat ou ailleurs, on a des fabricants que moi je suis depuis des années qui font des lavabos bois, qui font même tout l'intérieur. Tout l'intérieur est effectivement. Tous ces gens-là vont pouvoir montrer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur la façon de travailler en bois. Donc c'est formidable pour la filière bois de pouvoir montrer, de pouvoir être ce démonstrateur. Oui, c'est un bon démonstrateur. Une dernière question sur l'aspect confort thermique, confort acoustique. Est-ce qu'on va le travailler d'une manière particulière? Parce qu'on dit que le bois n'a pas beaucoup d'inertie, donc parfois il peut faire un petit peu chaud en été. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été travaillé et comment allez-vous le travailler? Avec de la ventilation? Normalement, c'est vrai que dans des bâtiments que je construis, on met une ventilation double flux. Là, on va travailler, comme c'est un projet donc avec des gens qui travaillent actuellement, qui sont à Tokyo, qui sont à l'étranger, on va faire peut-être de la ventilation naturelle, pas obligatoirement de la double flux, et donc utiliser effectivement, sinon comme isolation classique, la laine de bois, tout ce qu'on... Et donc ça sera l'intérêt justement d'essayer de trouver des nouveaux... En fait, tout va être un petit peu... il y aura beaucoup de recherches à faire d'ici un an, avant la construction définitive. Ça va être rapide. Oui. Donc rendez-vous dans un an pour voir la construction de cette maison. Merci. Excusez-moi. Je vais vous donner la parole, Margot Pétillon. Alors là, on n'est pas sur du 100% bois, mais on va dire on est quasi sur du 100% biosourcé.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire 100% projet. biosourcé, mais sur un bâtiment labellisé bâtiment biosourcé, effectivement, avec plus de 36 kg de matériaux biosourcés par mètre carré construit. Donc quelque chose quand même assez Rapprochez un tout petit peu votre Pardon. micro. Oui, donc un bâtiment labellisé bâtiment biosourcé et bâtiment bas carbone. Donc c'est un bâtiment qu'on a voulu... Avant, simplement, je vais vous Oui, demander ce que c'est, quel projet c'est, pour qui le construisez-vous et quel type de programme Alors avons-nous c'est à un faire. bâtiment de bureau qu'on construit pour la société Tribala. Donc c'est une société qui depuis longtemps est engagée dans la bio, pour les laiteries bio et la laiterie végétale. Donc ça a été une volonté de la maîtrise d'ouvrage de construire un bâtiment en matériaux biosourcés et en béton de chanvre, qui est toujours associé bien sûr au bois. Donc nous, on est arrivé en tant qu'expert en béton de chanvre et on a suivi le chantier et on a eu la volonté de construire localement. Alors on a développé, grâce à ce chantier, un système de panneaux préfabriqués bois et béton de chanvre. C'est une première. Hein. C'est une première en France, effectivement, et dans le monde. On s'est associé à la société LB Ecohabitat, qui est une société de projection de béton de chanvre, pour mettre au point un système de panneaux préfabriqués. Donc l'ossature bois est réalisée par CMB, une société située dans le Grand Ouest, qui livre ensuite ces ossatures bois à la société LB Ecohabitat, qui réalise la projection de béton de chanvre en atelier, le séchage. C'est ensuite livré sur site à quelques kilomètres de l'atelier. Et on réalise ainsi le mur manteau du bâtiment qui est en ossature poteau-poutre. Ensuite, on vient plugger, on va dire, poser contre la façade, contre la structure poteau-poutre, les panneaux en ossature bois. Exactement. Sur cet aspect chanvre et bois, donc on a une ossature bois classique, on va dire, hein, c'est ça? Une ossature bois classique. Alors on a un peu de béton armé dans la partie qui est semi-enterrée. Après, en superstructure, on a une ossature bois classique sur laquelle on vient accrocher les panneaux comme un mur rideau finalement. Il faut quelle épaisseur ces panneaux? Ils font 31 cm. Et si on parle de air, de choses comme ça, alors, et d'isolation, comment ça se passe? On vient ajouter une isolation ou pas? En fait, non, le panneau est un monomur isolant finalement, de bout en bout. Et son air est quasiment à 5. Donc on vise le passif pour ce bâtiment quasiment. C'est un bâtiment qui n'aura pas de climatisation et juste un chauffage d'appoint au cas où. La VMC double flux devrait suffire grâce à la conception bioclimatique et à cette enveloppe très performante. Pourquoi faire de la préfabrication? Parce qu'on connaît la construction chanvre en poteau-poutre, hein, avec une projection sur chantier. Quel est l'intérêt de se lancer dans la préfabrication? Alors la préfabrication, elle a différents intérêts. Déjà un gain de temps sur le chantier puisque la préfabrication est faite en atelier en parallèle du gros œuvre. Donc on gagne 4 à 5 semaines de temps sur le chantier. Ensuite on a un chantier qui est propre puisque les panneaux arrivent préfabriqués sur le chantier et sont posés en une semaine. Ensuite on a moins de pertes et on optimise les coûts de construction. Et pour finir, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le confort des personnes qui vont travailler sur les panneaux qui sont quand même qui travaillent plus confortablement à l'intérieur. Et pour finir, on peut travailler toute l'année puisqu'on n'a pas la contrainte climatique de température ou d'humidité. Qui peut être un peu complexe parfois avec la chaux et avec le chanvre qui prend un peu l'humidité, hein, qui la rejette mais qui la prend. Exactement. On a un aspect régulation hygrothermique, hein, c'est ça, avec le chanvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le béton de chanvre, c'est un matériau très intéressant puisqu'en fait c'est un excellent régulateur hygrothermique. Il y a des microporosités dans ce matériau qui permettent en fait de le rendre perspirant. Donc on n'a pas de problème d'étanchéité à l'air. Par contre, on a une très bonne régulation de l'humidité qui va être absorbée et renvoyée à l'extérieur. Donc on a une très bonne qualité de l'air intérieur avec ce genre de matériaux. Au plan local, bois locaux, chanvre locale. Là, on est sur une filière très courte, c'est ça? Voilà, on a voulu conserver une filière courte pour réduire l'impact carbone du bâtiment. Donc le chanvre vient de chez Agrochanvre, donc un peu au nord de Rennes. Ensuite, la chaux vient de Nau, donc pas très loin non plus. Le bois, toute l'ossature bois est faite chez l'entreprise de CMB qui est près de Cholet. C'est un petit peu plus loin, mais on reste quand même dans le Grand Ouest. Et le chanvre est projeté à quelques kilomètres du chantier. Voilà, donc on va avoir un chantier vertueux qui sera de toute façon labellisé, c'est ça? Exactement, donc le chantier va être labellisé bâtiment bas carbone, bâtiment biosourcé et aussi E+C-. Donc on vise le carbone 2, donc qui est le meilleur niveau de carbone, et à minima énergie 2, voire énergie 3
pour l'énergie. Comment est reçu, je sais que c'est un bâtiment qui a été visité, hein, Oui. qui est un peu un démonstrateur lui aussi. Quels sont les retours que vous avez par rapport à ce bâtiment quand les gens viennent le visiter? Pour l'instant, on a des retours très positifs et les gens sont étonnés parce que c'est quelque chose qui est peu connu. C'est quelque chose une technique courante mais qui est peu connue. Et je pense que ça peut permettre de démocratiser un matériau qui pour l'instant est pas assez connu et pas assez utilisé et trop classé dans les matériaux, on va dire, liés à l'autoconstruction et ces choses-là. Nous, on veut montrer que c'est un matériau qui est une technique courante, qui peut être appliquée dans tout type de bâtiment. Un vrai matériau du bâtiment, exactement. du béton de chambre, et quelque chose qui a, au niveau biosourcé, et avec des très coûts aussi qui tendent à s'approcher des coûts classiques. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur ce sujet. On va commencer par vous. Je voudrais avoir votre réaction sur ces deux exemples. Et est-ce que c'est pour vous la bonne piste économique ? Alors, je vais dire oui, parce que en termes de retour pour le territoire, que ce soit pour l'emploi, le social ou l'environnement, c'est sûr que si on bioméconomètre un projet comme le vôtre, tous les achats de matériaux bioressourcés, ils sont valorisés à 100%, si vous voulez. Et en plus, donc, quand on dit local, c'est du CO2 en moins, donc c'est de l'externalité positive qu'on peut valoriser. Donc, c'est de l'économie qu'on fait faire en fait à la société. Voilà, donc ça c'est très important, il faut intégrer ces notions d'externalité positive. Après, c'est pas possible, quand c'est ça, on va chercher un petit peu plus loin, et puis, mais bon, il faut toujours prendre au plus près. Prendre au plus près, regardez ce que j'ai d'abord devant moi, hein, pas très loin de chez moi. C'est ça. Pas très loin de mon entreprise, pas très loin de mon projet, pour essayer de valoriser au mieux ce qui est local. Voilà. Et là, on valorise tout, hein, la filière agricole, la filière et la filière construction. Tout à fait, bravo, c'est bien. De votre côté, vous vouliez nous aborder un autre projet très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je voulais parler d'un écolodge que j'ai construit à Paris, qui a ouvert il y a un an, qui s'appelle... Avec du bois de Boulogne, alors comment ça se passe? Voilà, c'est entièrement une construction bois. C'est rue de Charonne, au 175 rue de Charonne. Et ce bâtiment, donc, on a réussi à le construire entièrement en bois, bioclimatique, et c'est positif, avec du photovoltaïque, et on est complètement autonome dans Paris. Sur l'aspect local, matériaux locaux, on est à Paris, on est dans une grande ville, il y a des forêts autour de Paris, de très très belles forêts. Voilà. Mais le bois, là, par exemple, vous arrivez à avoir une ressource locale, on va dire pas trop éloignée de Paris? Oui, c'est ça, c'est une entreprise locale qui nous a fourni, donc... Et tout a été... en fait, on est essentiellement en mélèze cette fois-ci. Et ça a permis de venir... on a tout apporté, en fait, de façon facile. Parce que le bois dans Paris, c'est assez pratique aussi à monter. Et on a pu avoir une chaudière à bois avec des pellets qui arrivent directement, ce qui fait qu'on n'a aucune consommation de cet hôtel. Voilà, donc encore un projet biosourcé. Et je travaille aussi pour la filière bois sur la maison de la forêt que je vais construire en Touraine, à Chambray-les-Tours. Pour toute la filière bois, c'est un endroit où tous les gens vont se retrouver. Donc le bois, je suis assez... donc un projet, et j'imagine une construction en bois. Voilà. Merci. Une petite conclusion sur cet aspect biosourcé, c'est-à-dire que il n'y a pas que le bois dans la vie, il y a aussi le chanvre, il y a aussi le lin, il y a aussi d'autres matériaux. Est-ce que c'est important aussi de les valoriser et comment on peut faire pour valoriser aussi cette ressource locale? Effectivement, il y a beaucoup d'autres matériaux. On travaille les uns avec les autres finalement parce que, par exemple, le béton de chanvre ne peut pas être utilisé sans le bois. Donc il faut vraiment travailler main dans la main et on travaille actuellement sur, on va dire, des collectifs pour rassembler les biosourcés par région, notamment au niveau de la région Pays de Loire, afin de travailler tous main dans la main. Et je pense qu'on doit tous s'entraider et les projets ont tout intérêt à intégrer un maximum de biosourcés et une grande diversité parce que chacun a un usage spécifique qui lui est propre et qui a son intérêt. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Donc une émission à retrouver sur notre site internet et sur le site internet de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous, merci d'être venu jusque-là. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci.